Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Bon, eh bien, que vous dire si ce n'est que ce mois d'absence était totalement imprévu. Mais bon, vous savez, je vous avais expliqué, on était enfin parvenus à se débarrasser du tacos qui entravait ma gorge. Et paf, je me chope une double infection des yeux. Et je pense que ça se voit encore, que je ne suis pas totalement rétablie. J'ai été quasiment aveugle pendant, même pas quasiment, totalement aveugle pendant un peu plus de 2 semaines. Et là, depuis quelques jours, je parviens enfin à voir. Mais là, la ring light est en train de me bousiller les yeux, sa mère. Ça fait trop mal. Donc, je pense que le reste de la vidéo, il n'y aura pas de ring light. Je vais vous mettre un maximum d'images pour ne pas abîmer mes yeux plus que nécessaire. Et que vous dire si ce n'est que, vous l'aurez remarqué, j'ai encore une voix de rombière. Donc je pense que ma voix, soit elle va rester comme ça, soit je vais la récupérer d'ici quelques semaines. Je vais récupérer ma voix d'avant mes problèmes de santé. Après, ça va en soi, elle n'est pas trop... je pense pas qu'elle soit si dégueulasse que ça maintenant, ma voix. Faites-le moi savoir en commentaire. Et concernant l'affaire d'aujourd'hui, écoutez, elle est super intéressante parce qu'il y a quand même un petit point d'interrogation. On a le point final, vous inquiétez pas, c'est pas un call de case. C'est pas on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu le procès. Non, c'est bon, tout est fait, fini, acté, voilà. Mais c'est simplement qu'il reste quand même quelques petites questions parce que tout ça n'est pas très clair. Vraiment pas très clair. Enfin bref, ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. And then First, you cut the hand. cut the hand first. Okay. The wallet. To throw the wallet also. Okay. Have the wallet. Have the watch. Is the watch. Yeah. ตัดไหนก่อนชิ้นแรก เอามีด The First first one is is my the hand. เอา hand. มีด มือเป็นชิ้นแรกตายแล้ว This is knife. อันนี้เลย Is this really necessary? ไม่ต้องแล้ว อ๋อเขาบอกว่ามันจะเป็นไหมที่ต้องใช้ ไม่จะเป็นที่เรียงก็ อ๋ออยู่ตรงนี้ ค่อยอธิบายเอา Cut everything and then next, what you do next step? You don't box. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en juillet 2023 sur l'île de Koh Phangan en Thaïlande. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter notre antagoniste du jour, Daniel Sancho. Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo est né en juin 1994 à Madrid en Espagne. Il est le premier enfant de Rodolfo Sancho et Silvia Bronchalo. Le père de Daniel, Rodolfo Sancho, est âgé de 48 ans et c'est un très célèbre acteur en Espagne. Et peut-être que certains d'entre vous le reconnaîtront si vous avez l'habitude de regarder des séries espagnoles. Il a notamment joué les rôles de Fernand le Catholique dans la série Isabelle et celui de Julián Martínez dans Le Ministère du Temps. Rodolfo est lui-même le fils d'un autre acteur, Sancho Gracia, dont la carrière s'est étendue sur plus de 5 décennies. Sancho Gracia a d'ailleurs reçu plusieurs récompenses pour son travail, dont un prix Goya, c'est l'équivalent de nos Césars en France. La mère de Daniel, Silvia Bronchalo, est elle aussi une actrice espagnole et elle est également mannequin. Elle a principalement été active dans les années 90 et 2000. Et elle s'est fait connaître grâce à sa participation dans des séries télévisées et quelques productions cinématographiques. Elle a ensuite mis fin à sa carrière artistique pour mener une vie plus discrète loin des projecteurs. Rodolfo et Silvia se sont rencontrés lors d'un cours d'art dramatique et ils ont eu Daniel alors qu'ils étaient très jeunes, 18 et 19 ans. Daniel a été principalement élevé par ses grands-parents maternels puisque ses parents étaient trop occupés par leur carrière et le couple a duré une dizaine d'années avant de se séparer de façon, on va dire, plutôt amicale. Daniel a une demi-sœur nommée Jimena, issue de la relation de son père avec sa nouvelle compagne et avant les événements récents, Daniel n'était pas très connu dans les médias. Certes, c'est le fils d'eux. Il est apparu de temps en temps aux côtés de ses parents lors, on va dire, d'événements, mais il a toujours mené une vie plutôt discrète. Et malgré son héritage artistique, il a toujours montré une grande curiosité pour la cuisine. Il n'a jamais été intéressé par le cinéma, comme c'est le cas souvent quand vous avez vos 2 parents qui sont acteurs ou chanteurs. Bon, je dirais pas inéluctablement, mais la plupart du temps, l'enfant suit les traces de ses parents. Lui, c'était pas du tout le cas. Il préférait les casseroles aux caméras et aux projecteurs qui entouraient ses parents. D'ailleurs, une fois adulte, lorsqu'il a terminé sa scolarité classique, il s'est formé à l'école de cuisine Le Cordon Bleu Madrid, où il s'est distingué pour son habileté et sa créativité. Et selon les informations que l'on a sur lui, il a ensuite travaillé dans plusieurs restaurants. Daniel, c'est un garçon qui est certes discret, mais il a une page Instagram sur laquelle il partage sa passion pour le surf, les voyages exotiques, le luxe, aussi la cuisine. Et il a même ouvert une chaîne YouTube en 2022, Puro Disfrutar.
Pureté, qui signifie pur plaisir, et qui est une chaîne YouTube de cuisine. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un passionné de cuisine. En 2023, au moment des faits, Daniel a 29 ans, il vit à Madrid et il est en couple depuis 5 ans avec une certaine Laura. Alors, Laura est membre d'une famille très riche d'Espagne, mais également très discrète. Selon certaines sources, Daniel et Laura allaient célébrer leur union lors d'une cérémonie exotique et intime en Indonésie durant le mois d'août 2023, et ils comptent ensuite se dire oui à Madrid avant la fin de l'année. Selon d'autres sources, Daniel et Laura venaient de se séparer au début de l'été 2023. Ils faisaient une sorte de break, mais on va dire que la thèse du mariage est la plus probable puisque c'est celle qui revient le plus au niveau des sources. La vie semble sourire à Daniel. C'est un jeune homme très talentueux qui veut devenir chef, qui souhaite ouvrir des restaurants. Il est issu d'une famille riche, respectable, reconnue en Espagne. Il va bientôt se marier avec une jeune femme riche. Il est très entouré, il a beaucoup d'amis. Tout va pour le mieux. Et avant de se marier avec Laura, Daniel a prévu de passer quelques jours de vacances en Thaïlande avant que Laura ne le rejoigne pour qu'il se rende en Indonésie pour se marier. C'est une sorte, on va dire, d'enterrement de vie de garçon, entre guillemets. Il a prévu de passer quelques jours de vacances en Thaïlande avec un très bon ami à lui, Edwin Arrieta. Edwin et Daniel ont prévu de se rejoindre sur l'île de Koh Phangan. Koh Phangan, c'est une île paradisiaque qui est située dans le golfe de Thaïlande et qui est très célèbre pour la fête de la lune, ou mieux connue sous le nom de Full Moon Party. Daniel arrive seul sur l'île le lundi 31 juillet et dès son arrivée, il loue un scooter pour pouvoir se déplacer librement pendant ses vacances. Pour louer le scooter, il laisse en gage son passeport comme c'est habituel en Thaïlande. Alors ça, c'est un détail, mais vous verrez qu'il aura toute son importance plus tard. Daniel se rend ensuite à l'est de l'île, à l'hôtel dans lequel Edwin a réservé et payé une chambre pour tous les deux. Il y dépose son sac à dos et ses affaires de voyage dans la chambre, puis il profite de la soirée dans les bars aux alentours. Le mardi 1er août, donc le lendemain, il se déplace de l'autre côté de l'île et il loue un bungalow dans un complexe hôtelier isolé, plus loin de la ville. Il fait des courses qu'il dépose ensuite dans ce bungalow, puis il assiste à un match de Muay Thai, c'est de la boxe thaïlandaise. L'arrivée de son ami Edwin n'est prévue que pour le lendemain, donc le mercredi 2 août. Pour vous présenter en quelques lignes son ami, Edwin Arrieta est un chirurgien plastique colombien de 44 ans qui est né à Lorica, dans la région de Cordoba en Colombie. Il est issu d'une famille modeste, sa maman était enseignante et son papa technicien. Et il a grandi avec une forte détermination à réussir. Après avoir terminé ses études de médecine, il s'est spécialisé en chirurgie esthétique à Buenos Aires, en Argentine, et sa carrière a rapidement décollé. Il est devenu un chirurgien reconnu, créant sa propre clinique et attirant une clientèle aisée principalement en Colombie, au Chili et en Argentine. Et grâce à ses revenus, il aide sa famille, notamment ses parents âgés et sa sœur, Darlene. Edwin est décrit comme un excellent fils qui prend toujours soin de ses parents, une personne noble, généreuse, au grand cœur et qui jouit d'une grande réputation au travail. Il est très apprécié de ses collègues. C'est un passionné de voyage, il adore découvrir de nouvelles cultures et il est particulièrement attiré par l'Espagne. Et grâce à sa carrière prospère, Edwin commence à songer à s'y installer. Pourquoi pas ouvrir une clinique en Espagne après tout, sachant que ça marche très bien en Amérique du Sud. Et c'est durant cette période, en 2022, qu'il fait la connaissance de Daniel sur Instagram. Daniel n'a que 28 ans à ce moment-là, Edwin en a 44, mais l'alchimie a été immédiate entre les deux, ils sont devenus très bons amis. Les deux aiment voyager, ils adorent les destinations exotiques, et c'est donc dans ce contexte que Daniel et Edwin décident de se rejoindre en Thaïlande pour y passer quelques jours de vacances. Le mercredi 2 août, comme prévu, Edwin arrive en Thaïlande, sur l'île. Là, Daniel vient le récupérer au port, les deux amis déjeunent, ils se promènent sur l'île, ils se rendent à la plage de Hadrine, et en milieu d'après-midi, ils se dirigent au bungalow loué par Daniel. C'est la dernière fois qu'Edwin sera aperçu vivant. Le lendemain, donc le jeudi 3 août, de l'autre côté du globe, une famille s'inquiète, celle d'Edwin. Il faut savoir qu'Edwin a l'habitude de communiquer avec sa famille 3 à 4 fois par jour. Il envoie des photos, il partage tout ce qu'il fait, surtout avec sa sœur. Et là, plus de nouvelles depuis la veille. Et lorsqu'on l'appelle, pas de réponse. Le même jour, vers midi, le journal local de l'île de Koh Phangan annonce une nouvelle très inquiétante. Des travailleurs municipaux ont découvert dans la décharge de l'île plusieurs sacs poubelles verts et noirs contenant des morceaux de ce qui semble être un corps humain. Lorsque la police est arrivée sur place, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un bassin et de viscères découpés appartenant à un homme. Mais le corps n'a pas de papier d'identité. Cela dit, les sacs poubelles contenant les morceaux sont un premier indice capital pour les enquêteurs, puisqu'ils se vendent uniquement dans un magasin de l'île. Les enquêteurs suivent donc la piste de ces sacs et ils se rendent au magasin en question. Et en scrutant les images de sécurité du supermarché,
ils tombent sur une scène assez troublante. Ils y voient un jeune homme blond, aux cheveux longs, grand, athlétique, visiblement un touriste, qui passe en caisse avec les articles suivants. Un couteau de 20 cm, des brides, des gants en caoutchouc, des produits de nettoyage, des éponges en acier, un rouleau de sac poubelle taille XXL, 2 rouleaux de sacs poubelle normaux, ainsi que plus de 100 mètres de film plastique. Les policiers visionnent également les images des caméras en dehors du supermarché et ils voient le jeune homme partir en scooter. Et il y a un point important concernant l'île de Koh Phangan, c'est que c'est blindé de caméras. C'est pire que dans Secret Story ou je ne sais quelle story. L'île est entièrement surveillée et tout est enregistré. Et les enquêteurs voient qu'à l'avant du scooter, il y a un adhésif jaune avec le numéro 54. Les enquêteurs se rapprochent des loueurs de scooters pour trouver où celui-ci a été loué et ils parviennent à remonter jusqu'à la boutique de location. Et là, ils demandent aux propriétaires de leur fournir le document d'identité qui a servi pour la caution de ce scooter. Là, le propriétaire leur remet le passeport de Daniel Sancho. Là, les policiers demandent au propriétaire de la boutique de joindre Daniel afin de le faire venir à la boutique sous un faux prétexte, lui dire qu'il y a un problème avec l'huile du scooter. Le propriétaire tente de joindre Daniel, pas de réponse. Et du côté de la Colombie, l'inquiétude continue pour la sœur et les amis d'Edwin qui ne reçoivent toujours pas de nouvelles de sa part. Ce qui n'est vraiment pas normal, puisqu'habituellement ils sont constamment en contact. Il présente que quelque chose lui est arrivé. Darlene, la sœur d'Edwin, se met en contact avec l'ambassade de Colombie en Thaïlande, qui joint l'hôtel où son frère avait indiqué se loger, mais l'hôtel leur répond qu'Edwin ne s'est jamais présenté. En revanche, Daniel s'y est présenté et il était seul. Et rappelez-vous qu'Edwin avait réservé une chambre dans un hôtel pour tous les deux à l'est de l'île, mais Daniel avait loué de son côté un bungalow à l'ouest de l'île. Et c'est vers le bungalow de Daniel que les deux hommes ont été aperçus pour la dernière fois ensemble sur les caméras après leur balade à la plage. Darlene sait qu'Edwin est parti rejoindre un ami espagnol en Thaïlande, mais elle ne connaît pas son identité. Elle sait juste qu'ils sont très bons amis. Elle décide alors de consulter les réseaux sociaux de son frère et elle tombe sur le profil de Daniel qui a posté des photos depuis la Thaïlande. Elle en déduit logiquement que c'est lui l'ami en question. Elle lui envoie un message pour lui faire part de son inquiétude et là Daniel lui répond que c'est bien lui qu'Edwin a rejoint en Thaïlande, mais il n'a plus non plus de nouvelles de lui depuis la veille. Ils se sont baladés sur la plage de Hadrine après son arrivée et à un moment Edwin est parti et depuis il ne l'a plus revu et il n'a reçu aucune nouvelle. Darlene lui dit ok, mais il est parti où ? Là, Daniel lui répond qu'il l'a appelé 1000 fois et qu'il n'arrive pas à le joindre. Et Darlene lui demande de nouveau où est-ce qu'il est parti. Mais Daniel ne répond pas à la question. C'est comme s'il esquivait la question en fait. Il lui dit simplement qu'ils peuvent rester en contact pour se prévenir s'ils ont des nouvelles de lui. Mais pour Darlene, il est hors de question de laisser la disparition de son frère en stand-by. Elle demande à Daniel de se rendre le plus rapidement possible au poste de police de l'île pour reporter la disparition d'Edwin. Et Daniel accepte. Il lui répond qu'il prend une douche et qu'il y va. En début de soirée, Daniel sort de son bungalow pour se rendre à une fête sur l'île, la fameuse Full Moon Party, et il y va avec 2 jeunes filles qu'il a rencontrées un peu plus tôt dans la journée sur la plage. Mais sur le trajet, il leur dit qu'il doit d'abord s'arrêter au commissariat pour reporter la disparition de son ami. Et c'est ce qu'il fait. Il se rend à la dépendance des policiers, les mêmes policiers qui sont à sa recherche depuis le début de l'après-midi. Lorsque les policiers le voient entrer, ils le reconnaissent, mais ils font mine de rien, puisqu'à ce stade, Daniel est leur principal suspect au vu des images des caméras de surveillance du magasin. Là, Daniel leur explique qu'il veut reporter la disparition de son ami, donc les policiers rédigent un rapport, et ce qu'ils remarquent tout de suite, c'est que Daniel est assez nerveux, et surtout, il présente de nombreuses traces de blessures au niveau des bras. Il a des égratignures, une morsure et une coupure assez nette sur un doigt. Pour eux, à ce stade, il y a suffisamment d'éléments pour le placer en garde à vue afin d'éclaircir la situation. Et Daniel ne comprend pas. Lui vient pour signaler la disparition de son ami, et au final, il termine en garde à vue. Mais les enquêteurs préfèrent continuer de récupérer le plus de preuves possible avant de le confronter. Le lendemain matin, très tôt, soit le vendredi 4 août, l'enquête s'accélère puisque les policiers ont pu récupérer d'autres enregistrements vidéo de l'île. Ils continuent de vérifier les images pour suivre tous les déplacements de Daniel depuis son arrivée sur l'île. Et le même jour, de nouvelles découvertes sont faites dans la décharge. 2 parties de jambes, un pénis, des vêtements ensanglantés et une tête. Cette tête, à laquelle il manque un œil, confirme l'identité de la victime. Il s'agit bien d'Edwin Arrieta. On trouve également un ticket de caisse qui correspond aux achats faits par Daniel dans le magasin de l'île. Grâce aux enregistrements des caméras de surveillance, les enquêteurs découvrent que Daniel et Edwin ont été vus pour la dernière fois entrer dans le bungalow de Daniel dans la soirée du 2 août. La police perquisitionne le bungalow, logique, et ce que les enquêteurs remarquent tout de suite, c'est qu'il est très propre, mais trop propre même, vraiment, comme si le ménage avait été fait à fond. Mais après un examen minutieux, des restes organiques, du sang et de la graisse sont retrouvés dans la douche et dans le tuyau d'évacuation du bungalow. Et
Ils appartiennent à Edwin. En plus des effets personnels de Daniel, on retrouve également un collier en or appartenant à la victime et une grosse somme d'argent, entre 10 000 et 80 000 euros selon les sources. Le bungalow est aussi passé au luminol, vous savez c'est le produit bleu qu'on projette sur les scènes de crime, et le résultat parle de lui-même. La pièce est maculée de sang, surtout dans la salle de bain et la douche, mais aussi dans la chambre, sur le sol, les murs, le lit et même dans la piscine. C'est une boucherie les gars. Daniel est de nouveau interrogé, à ce moment-là il ne sait pas encore que le corps d'Edwin a été retrouvé et identifié et que la police a de nombreux éléments contre lui. Et il leur répète ses déclarations de la veille. Il a récupéré son ami le 2 août vers midi au port de Kofangan, puis ils sont allés déjeuner, ils se sont ensuite promenés, Edwin est parti et il s'est tout simplement évaporé. Voilà. La police lui présente alors tous les éléments recueillis et Daniel passe finalement aux aveux. Oui, c'est bien lui qui s'est débarrassé du corps de son ami, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Il va tout nous expliquer. Daniel raconte que lui et Edwin se sont effectivement rendus dans son bungalow l'après-midi du 2 août pour se poser. Daniel était assis sur le lit et Edwin s'est soudainement dirigé vers lui et il lui a proposé d'avoir des relations sexuelles. Ce que Daniel a refusé. Une dispute a alors éclaté et Edwin est mort à la suite d'un terrible accident. Bon, reprenons. Daniel explique aux enquêteurs que lui et Edwin n'étaient pas seulement amis, ils étaient également amants, mais Daniel ne voulait plus poursuivre cette relation clandestine. Cela le mettait mal à l'aise, d'autant qu'il était fiancé et qu'il allait bientôt se marier. Et c'est ce qu'il a dit à Edwin, il voulait tout arrêter, mais Edwin aurait pété un câble, il aurait refusé, il lui aurait crié que Daniel lui appartenait. Daniel raconte que la relation avec Edwin était totalement malsaine depuis le départ. Quand ils se sont connus sur les réseaux sociaux, Edwin lui avait fait croire qu'il voulait faire des affaires avec lui et investir de l'argent dans son projet de restaurant. C'est comme ça qu'il l'aurait amadoué. Puis au fur et à mesure, Daniel s'est laissé embarquer dans cette relation homosexuelle, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Et puis quand il a souhaité arrêter, il a eu peur pour sa vie. Edwin le menaçait. Il déclare par exemple: je suis coupable, mais j'étais l'otage d'Edwin. Il m'a pris en otage. C'était une cage de verre, mais c'était une cage. Il m'a forcé à faire des choses que je n'aurais jamais faites, mais j'ai eu peur de m'éloigner à cause de ses menaces. Bon, d'après les déclarations de Daniel, il s'agirait d'un terrible accident survenu à la suite d'une dispute impliquant donc un tortionnaire, à savoir Edwin, et un homme fragile et déboussolé, Daniel. Why not? Le samedi 5 août et le dimanche 6 août, la police procède à la reconstitution des faits avec Daniel, tout en continuant les analyses des téléphones portables et des caméras de sécurité. Alors, ce que l'on apprend, c'est que le lundi 31 juillet, Daniel arrive au port. Il loue un scooter, il fait le check-in à l'hôtel où Edwin a loué une chambre, et le mardi, soit un jour avant l'arrivée d'Edwin, Daniel part de l'hôtel et il se déplace de l'autre côté de l'île pour louer un bungalow. Il choisit le plus isolé et le plus éloigné des regards indiscrets. Lorsqu'il voyage de l'hôtel au bungalow, il n'emmène pas ses affaires avec lui. Il les laisse à l'hôtel. À 17h, une caméra l'enregistre arriver au supermarché et acheter les couteaux, sacs et produits de nettoyage que je vous ai mentionnés précédemment. À 17h25, il est filmé par les caméras du complexe hôtelier du bungalow avec ses achats et il les laisse là-bas. Dans le bungalow, il n'y a donc que ses achats, comme je vous l'ai dit, couteaux, gants, sacs poubelles, produits de nettoyage, etc., puisqu'il a laissé toutes ses affaires à l'hôtel. À 18h, il est aperçu faisant un tour près de la plage qui est à 300 mètres du bungalow, probablement pour faire un repérage de la zone. Il repart ensuite à l'hôtel vers 18h30. Mercredi 2 août, vers 9h30, Daniel est filmé dans une quincaillerie où il achète une scie, un autre couteau et une planche à découper. Et il les amène également au bungalow. Ce sont ses derniers achats, 2h30 avant l'arrivée de son ami. Pendant qu'Edwin est dans le bateau en direction de l'île, lui et Daniel discutent sur WhatsApp. Et le ton de leur conversation, les photos qu'ils s'envoient et les messages qu'ils s'échangent laissent penser qu'ils sont effectivement plus que de simples amis. Vers midi, une caméra filme Daniel qui récupère Edwin au port. Les deux hommes s'arrêtent manger dans un restaurant, puis au lieu de se diriger vers l'hôtel où Edwin aurait pu déposer ses affaires et se reposer, il se dirige vers le bungalow. Les caméras du complexe les voient arriver à 15h37. Ce sera la dernière fois qu'Edwin sera vu vivant et entier. Selon Daniel, une fois à l'intérieur du bungalow, Edwin souhaite avoir une relation intime avec lui. Comme je vous l'ai dit, Daniel lui dit que non, qu'il souhaite mettre un terme à leur relation.
Toujours d'après Daniel, Edwin se fâche. Les deux hommes commencent à se disputer. Daniel se lève et il frappe Edwin au visage. Edwin l'aurait alors mordu, ce qui aurait poussé Daniel à le saisir par le cou, à le soulever et à le projeter accidentellement contre le lavabo, lui causant une blessure grave à la tête. Alors il y a une vidéo de reconstitution dans laquelle Daniel explique ce qui s'est passé, et si je peux vous passer des morceaux pendant que je parle, je le ferai. Daniel raconte qu'il a ensuite tenté de réanimer Edwin, mais 1 heure plus tard, il a constaté qu'il était mort. Il a donc décidé de le démembrer en 17 parties. Il a placé toutes les pièces dans des sacs plastiques et ce processus lui a pris environ 3 heures. À 19h15, les caméras filment Daniel qui sort du complexe hôtelier du bungalow et qui se dirige à pied vers le stand de location de kayak sur la plage, à proximité. Là, la commerçante, qui est ensuite interrogée par les enquêteurs, déclare que Daniel souhaitait louer un kayak, mais qu'elle a refusé puisqu'il était beaucoup trop tard pour aller en mer. Question de sécurité. Daniel lui a alors proposé $1000 pour louer le kayak d'avance pour quelques jours et elle a accepté. Daniel est reparti au bungalow chercher de l'argent, il s'est rendu à la plage pour payer la vendeuse, puis il est retourné au bungalow. À 19h57, on peut voir Daniel sortir du bungalow avec un grand sac qui semble peser quand même assez lourd et il revient 30 minutes plus tard avec le même sac, mais très léger cette fois. Il sort et entre à 3 reprises dans son bungalow avec des sacs, toujours pour des périodes entre 15 et 30 minutes et tout ceci est filmé par les caméras entre le complexe et la plage, ainsi que par les caméras des restaurants sur la plage. Vous l'aurez compris, dans les sacs, il y a des morceaux d'Edwin et Daniel fait ses allers-retours pour se rendre au kayak afin de se débarrasser des morceaux de corps à la mer. Vers 23h, il est filmé par les caméras en train de se diriger à scooter dans plusieurs endroits de l'île pour y déposer des sacs contenant d'autres restes d'Edwin. Les fameux restes qui seront ensuite découverts à la décharge par les employés municipaux. Vers 2h du matin, Daniel retourne au bungalow et il passera le reste de la nuit à faire des voyages supplémentaires avec le kayak, jusqu'à 7h du matin. Peu après 7h, le jeudi 3 août donc, il quitte le bungalow et il se rend à l'hôtel où il loge officiellement. Vous savez, la chambre d'hôtel louée par Edwin. Et à 8h, il est filmé en train de prendre son petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, au calme. Et pendant qu'il déjeune, il publie 3 stories sur son Instagram. Une de la plage où il se trouve, une de son petit déjeuner et une 3e d'une affiche présente sur la terrasse où il est écrit « Une noix de coco par jour éloignera le médecin pour toujours ». C'est quand même assez glauque, sachant ce qu'il a fait toute la nuit. À 9h56, il fait le check-out à l'hôtel et il retourne au bungalow, en emportant cette fois-ci toutes ses affaires. Et pendant encore plusieurs heures, les caméras le filment faire des allers-retours à la plage avec son grand sac et prendre le kayak. Et ce qui est assez troublant pour les enquêteurs, c'est que Daniel est assez calme en fait. D'ailleurs, toute l'après-midi, il est filmé en train de passer du bon temps sur la plage, près du bungalow, et c'est là qu'il fait la rencontre des 2 jeunes filles avec lesquelles il sympathise et qui devaient l'accompagner à la full moon party, vous vous souvenez. Elles ont elles aussi été interrogées par la police et elles racontent que cet après-midi-là, Daniel leur avait expliqué qu'il était très fatigué parce qu'il n'avait pas dormi de la nuit, il avait dû envoyer beaucoup de mails pour le travail sans doute, puis il est ensuite sorti en mer avec son kayak pour voir le lever du soleil. Toujours est-il que vers 20h, Daniel a laissé les 2 jeunes femmes après s'être mis d'accord pour se rejoindre pour la full moon party. Daniel est retourné à son bungalow et c'est là qu'il a reçu le message de Darlene, la sœur d'Edwin. Et la suite, vous la connaissez. Daniel a fourni une reconstitution très précise des événements et de son emploi du temps. Et ça concorde avec les images prises par les caméras de surveillance de l'île, mais c'est pas la seule précision qu'il apporte, puisqu'il reconstitue également la façon dont il a découpé le corps d'Edwin. Et c'est vrai que ça va être très très mal perçu ensuite quand ça va fuiter dans la presse, puisque souvenez-vous que Daniel est un cuisinier qui aime manier les couteaux et les hachoirs. Pour le parquet, le dossier est complet, il n'y a pas de doute possible quant à la culpabilité de Daniel. Le seul problème, entre guillemets, c'est qu'il manque 9 morceaux du corps d'Edwin. Mais bon, en soi, c'est plutôt logique, puisque Daniel en a jeté un peu partout. Forcément, ça complique la collecte. Toujours est-il que dès le samedi, donc le jour de la reconstitution du crime, la nouvelle de l'arrestation de Daniel Sancho éclate en Espagne. Et autant vous dire qu'au départ, personne n'y croit. C'est trop gros, d'autant que Daniel fait partie d'une famille connue. Et la nature du crime, il a quand même découpé un homme. Il a été filmé en pleine reconstitution de découpe. Daniel est cuisinier, donc tout le monde est choqué. Et surtout, on veut comprendre pourquoi il a fait ça. De nombreuses personnes de son entourage l'ont harcelé sur son téléphone après avoir appris son arrestation, et la police thaïlandaise lui a permis de répondre puisqu'il avait collaboré avec eux. Et Daniel répondait à ses proches que tout était vrai et qu'il fallait l'oublier à présent. Et il a même envoyé un message à sa fiancée pour lui demander de ne pas l'attendre et de continuer sa vie sans lui. Le dimanche 6 août, Daniel est mis en examen pour meurtre avec préméditation. C'est un crime qui est passible de la peine de mort en Thaïlande. Il est incarcéré et il est mis à l'isolement pour sa
sa sécurité, mais il continue d'affirmer que c'était un accident. Vous savez, la fameuse chute sur le lavabo. Bon, compte tenu des achats qu'il a effectués les jours précédents, ça paraît quand même difficilement crédible. Cette affaire a tellement défrayé la chronique que de nombreux médias espagnols se sont précipités en Thaïlande pour pouvoir l'interroger. Et dans la mesure où Daniel a collaboré avec la police et que voilà, il leur a fourni la reconstitution, il a tout avoué sans vraiment chercher à chipoter, il a été autorisé à donner des interviews téléphoniques à des journalistes espagnols pendant son incarcération. Et dans l'une de ces interviews, il réitère ce qu'il avait déclaré aux enquêteurs sur le mobile, à savoir qu'Edwin le menaçait de le tuer s'il le quittait ou s'il refusait d'avoir des relations intimes avec lui. Il aurait même menacé de tuer sa famille. Daniel se sentait pris au piège, Edwin lui disait qu'il était riche et colombien, donc qu'il était dangereux, quoi. La journaliste espagnole lui a bien sûr demandé s'il avait été forcé de plaider coupable par les autorités thaïlandaises, mais Daniel a admis que non, c'est bien lui qui a fait ça, et de toute façon il y a une pluie, que dis-je, une averse de preuves, donc c'est un peu compliqué de nier dans ces conditions. Du côté de l'Espagne, autant vous dire que la famille Sancho est harcelée par la presse, surtout le père Rodolfo, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un acteur assez connu, et il a demandé qu'on respecte la procédure judiciaire en cours en Thaïlande. Cela dit, une équipe d'avocats espagnols est embauchée par la famille et elle est envoyée en Thaïlande pour sortir Daniel de cette situation. Et du côté de la Colombie, eh bien, la défense de Daniel a du mal à passer, forcément. Edwin est dépeint comme un manipulateur, un pervers, un forceur, et il n'est plus là pour se défendre. Il faut attendre le 21 août pour connaître les conclusions de l'autopsie effectuée sur ses restes. Et on apprend quelques détails très intéressant. Edwin n'est pas mort à la suite d'un traumatisme crânien causé par la chute sur le lavabo, comme l'avait prétendu Daniel. Non, il est mort égorgé. Bon, là, il y a deux explications possibles. On va dire que c'est deux scénarios, les seuls scénarios possibles. C'est soit Edwin était toujours vivant quand Daniel l'a décapité, soit Daniel a égorgé Edwin volontairement pour le tuer. Mais ça, c'est un point que contestent les avocats thaïlandais de Daniel, puisque le torse n'a jamais été retrouvé. Et d'après eux, sans le torse, il ne serait pas possible de déterminer la cause de la mort. Alors moi, je ne suis pas médecin légiste, j'ai aucune compétence en la matière, donc en toute honnêteté, je ne peux pas statuer, mais si, par le plus grand des hasards, des médecins légistes passent par là, n'hésitez pas à vous manifester. Les avocats espagnols, quant à eux, demandent tout simplement l'annulation de la procédure. Rien que ça. D'après eux, Daniel a été forcé de faire des aveux par tromperie. Alors, en gros, quand il a été interrogé, on lui aurait promis qu'il pourrait rentrer en Espagne s'il avouait, et on lui aurait fait signer un document écrit en thaïlandais que les policiers auraient fait passer pour un document de retour en Espagne. Or, il s'agit en fait d'un document stipulant que son visa a été révoqué. Le juge a pris en compte la demande des avocats espagnols, il a étudié le dossier et il a considéré qu'il n'y avait aucune preuve que les policiers thaïlandais avaient trompé Daniel. Autre point, et ça c'est un autre argument qu'avancent les avocats espagnols, ils disent que lors de son interrogatoire, la police n'a pas proposé de traducteur espagnol à Daniel. Il a dû se résigner à faire ses déclarations en anglais, ce qui serait illégal puisque la langue maternelle de Daniel c'est l'espagnol. Mais là encore cet argument a été balayé par le juge thaïlandais puisque lors de son interrogatoire on a effectivement proposé à Daniel un traducteur espagnol et il l'a refusé au motif qu'il était parfaitement bilingue anglais. Il y a un document signé de sa part qui indique qu'il a effectivement refusé un traducteur espagnol. Donc autant vous dire qu'il n'y a aucun élément qui permette d'annuler l'instruction. Tout a été fait dans les règles, Daniel n'a été forcé à rien, il a avoué, il y a des preuves, il a été filmé, je veux dire là, on ne peut pas faire plus. Et c'est là que ses avocats lui suggèrent d'invoquer la folie passagère. Daniel a eu une sorte de raptus, vous savez le fameux raptus qui explique tout et qui dédouane tout le monde, mais ils y renoncent finalement puisqu'il n'y a rien qui puisse aller dans ce sens, d'autant que les enregistrements des caméras de surveillance de l'île ont filmé Daniel avant et après les meurtres et il était en parfaite possession de ses moyens. Pour la défense, s'il n'est pas possible d'annuler la procédure, il faut impérativement trouver des circonstances atténuantes ou au moins casser la préméditation, puisque c'est la peine de mort, les gars, préméditation, assassinat, peine de mort. Et là, je vais vous citer quelques arguments qui ont été présentés par les avocats de Daniel. Alors, le premier argument, c'est si Daniel est allé reporter la disparition de son ami, c'est qu'il n'avait rien à se reprocher. Bon, ok. Deuxième argument,
Daniel a aussi des blessures. Vous vous souvenez qu'il avait des égratignures, une morsure, une coupure au niveau du doigt. Il est donc évident qu'il y a eu une bagarre entre les deux hommes et c'est cette bagarre qui a provoqué la mort accidentelle d'Edwin. Autre argument pour tenter de contrer la notion de préméditation, vous vous souvenez que Daniel a fait des achats en amont, donc avant qu'Edwin ne vienne sur l'île, des achats quand même, on va dire, assez compromettants, couteaux, sacs poubelles, etc. Là, pour la défense, en fait, Daniel a acheté les couteaux et il a loué le bungalow uniquement pour tourner des vidéos de cuisine pendant ses vacances en Thaïlande. Et les sacs poubelles qu'il a achetés, c'était pour se faire un kawaii. Daniel a d'ailleurs déclaré « Oui, c'est vrai, j'ai utilisé ces objets pour sectionner le cadavre, mais ce n'était pas le but initial de mon achat. » Dernier argument pour contrer la préméditation, c'est la location du kayak. D'après la défense, Daniel n'a pas prémédité le meurtre de son ami puisqu'il a loué le kayak dans un acte désespéré et imprévu. Et la preuve en est, c'est qu'il n'a pas pris de poids avec lui pour couler les morceaux de corps. Bon, c'est vrai que tout ça peut prêter à sourire. Mais bon, après, c'est le rôle des avocats de la défense. Cela dit, au fil des semaines, et tandis que l'affaire fait progressivement le tour du monde, de nouveaux documents et témoignages s'ajoutent au dossier. Des éléments qui pourraient bien ébranler vos certitudes sur ce qu'il s'est réellement passé. Alors, à ce stade, il n'y a qu'une seule certitude dans ce dossier. Daniel a tué son amant et il s'est ensuite débarrassé des morceaux de son corps. Mais le mobile reste quand même assez flou et bizarre. Il m'a menacé de me tuer si je le quittais, donc je l'ai traîné en Thaïlande pour passer des vacances avec lui avant de me marier. Finalement, il a voulu avoir une relation intime avec moi. J'ai refusé, on s'est embrouillé, on s'est battu et je l'ai tué accidentellement. Cette histoire est quand même assez bizarre, hein. Le mobile tient, on va dire, difficilement la route. Voilà, c'est pas très clair tout ça. L'entourage familial et amical de Daniel et Edwin a été interrogé, donc au fil des semaines, les rapports sortent, et ce que l'on apprend, c'est qu'Edwin se faisait en fait pigeonner par Daniel. Et quand je vous dis pigeonner, c'est des sommes assez conséquentes, 50 000 € par-ci, 100 000 € par-là, en plus de virements ponctuels qu'Edwin faisait à Daniel. Un ami d'Edwin a par exemple raconté qu'Edwin avait prêté cet argent à Daniel pour qu'il ouvre un fast-food à Madrid. Daniel lui avait ensuite montré un restaurant à burger à Madrid, donc il lui avait montré des photos, et il lui avait affirmé qu'il avait pu l'acheter grâce à son argent, ce qui était totalement faux. Daniel s'occupait en fait des réseaux sociaux de ce fast-food et il avait fait croire à Edwin qu'il en était le propriétaire. Et si je vous dis pas de bêtises, Daniel avait même fait croire à certains membres de sa famille que c'était son restaurant. Daniel disposait également d'une carte de crédit pour ses dépenses dont les paiements étaient directement prélevés sur le compte d'Edwin. Et différentes sources affirment que les retraits sur cette carte seraient plafonnés entre 10 000 et 25 000 € par mois. Mais bon, cette information n'a pas pu être vérifiée. Mais si c'est vraiment le cas, on peut dire que Daniel vivait la belle vie. Et la dernière fois que cette carte a été utilisée, c'est lors de son voyage en Thaïlande. Pour les proches d'Edwin, le mobile du meurtre est forcément économique. D'ailleurs, la sœur d'Edwin, Darlene, déclare aux enquêteurs que lorsque son frère s'est rendu en Thaïlande, l'une des amies d'Edwin l'a contacté parce qu'elle n'arrivait pas à le joindre et qu'elle était très inquiète. C'est pour ça qu'ensuite Darlene a tenté de retrouver son frère et qu'elle a contacté Daniel. Et cette amie en question a expliqué à Darlene qu'Edwin était parti rejoindre un ami espagnol en Thaïlande, un ami à qui Edwin avait prêté de grosses sommes d'argent pour ouvrir un restaurant et qu'à présent, l'ami espagnol ne voulait plus lui rendre l'argent. Edwin avait confié à son ami qu'il avait prêté en tout 216 000 € à Daniel. Cela dit, Edwin n'en avait jamais parlé à sa famille, certainement parce qu'il ne voulait pas qu'on lui fasse la morale. D'autres amis d'Edwin ont été interrogés et ils ont déclaré la même chose. Edwin avait prêté beaucoup d'argent à Daniel pour ouvrir son restaurant, mais pour les autorités, le mobile privilégié est le crime passionnel. Daniel avait déjà présenté Edwin à des amis à lui, à certains il avait révélé qu'ils étaient amants, à d'autres il le présentait uniquement comme un contact professionnel, mais à d'autres encore, il avait affirmé que Edwin le harcelait. Concernant les preuves de leur aventure, on en a retrouvé. Les autorités et les médias ont pu découvrir pas mal de photos d'eux, des photos où ils sont en vacances, où ils sont, on va dire, assez intimes. Et il y a même pas mal de photos à caractère intime qu'ils s'échangeaient régulièrement. Des photos tout nus, dans des poses suggestives, voilà, ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs un point qui a été repris par Daniel, puisqu'il a affirmé qu'Edwin le faisait chanter avec les photos, en plus de le menacer de mort. Il lui promettait que si Daniel le quittait, il diffuserait les photos au grand jour, ce que Daniel redoutait, puisque sa famille n'était pas au courant qu'il avait cette relation homosexuelle. Et après une fouille minutieuse du téléphone de Daniel, on a effectivement retrouvé des messages de mort proférés par Edwin. Donc, Daniel aurait dit la vérité.
C'est là que ça se corse, les gars. La famille d'Edwin n'était pas au courant de la relation entre Edwin et Daniel. Ils n'étaient même pas au courant qu'Edwin était homosexuel, puisque sa famille est catholique pratiquante, donc c'est quelque chose d'assez tabou. Mais Edwin avait parlé de Daniel à ses amis proches. Et ses amis confirment qu'Edwin comptait s'installer en Espagne pour vivre avec Daniel. Et d'après ses amis, les deux hommes devaient même officialiser leur relation prochainement en Espagne, auprès de la famille de Daniel. Et quand je dis officialisation, c'est demande en mariage, projet d'adoption et tutti quanti. Donc ces témoignages, ça laisse quand même planer le doute. Pour quelle raison Edwin aurait parlé à ses amis de sa relation avec Daniel, d'un projet de mariage, de s'installer avec lui en Espagne, d'adopter des enfants, etc., si lui menaçait Daniel de mort s'il ne restait pas avec lui. Ça paraît quand même assez étonnant. Et puis d'après les amis d'Edwin, c'était pas du tout quelqu'un d'agressif, c'était pas un forceur, et il semblait réellement amoureux de Daniel. Bon, vous vous doutez bien que cette affaire est décortiquée dans les moindres détails par la presse espagnole. Enfin, vous imaginez bien, c'est quand même le fils d'un acteur connu, le crime est quand même assez sordide, et du coup, les petits secrets de Daniel sont à présent dévoilés au grand jour. Et il y a d'un côté ceux qui pensent que tout ça c'est faux, Daniel n'a jamais eu de relation homosexuelle avec Edwin, Edwin était un manipulateur qui voulait forcer Daniel à avoir des relations avec lui, et il y a d'un autre côté ceux qui étaient au courant, donc les amis très proches de Daniel, mais qui ne comprennent pas son geste. C'est tellement extrême, il aurait tué son amant, puis il l'aurait découpé en morceaux après une simple dispute. Eh bien, à présent, depuis sa cellule de prison thaïlandaise, Daniel a une nouvelle version de l'histoire. En fait, s'il a tué Edwin, c'est parce qu'Edwin a tenté de le violer. Et ça tombe à pic. Ça tombe à pic puisque selon le code pénal thaïlandais, en cas d'homicide résultant d'une tentative d'agression sexuelle, le prévenu ne peut pas être poursuivi. Autrement dit, Daniel, qui risque à ce moment-là la peine de mort, pourrait être acquitté s'il a tué Edwin parce que celui-ci a tenté de le violer. Pour les autorités thaïlandaises, cette deuxième version de l'histoire ne tient absolument pas la route. Faut pas oublier tous les achats que Daniel a effectués avant l'arrivée d'Edwin. Voilà, eux restent figés sur l'idée qu'il s'agit bien d'un meurtre prémédité, d'un assassinat. Mais le parquet pense à un autre mobile. Peut-être qu'en fait, Daniel et Edwin ne se sont pas disputés à propos d'une relation charnelle qu'Edwin voulait. Peut-être qu'en fait, le mobile est lié à la compagne de Daniel, Laura. Vous vous souvenez que Daniel avait prévu de se marier avec sa compagne en Indonésie durant le mois d'août. Laura devait rejoindre Daniel sur l'île, puis le couple devait se rendre en Indonésie. Pour les autorités, ce qui s'est vraiment passé, c'est que lorsque Edwin est arrivé sur l'île, Daniel a averti Edwin qu'il s'apprêtait à se marier. Donc il voulait mettre un terme à leur relation, ce qu'Edwin n'a pas accepté. Lui pensait qu'il vivait une vraie relation avec Daniel, il pensait que les deux hommes allaient officialiser leur relation, s'installer ensemble en Espagne, se marier, tout ça. Donc ça a été un choc, à tel point qu'ils se sont disputés dans le bungalow et Daniel l'a tué. Il comptait de toute façon tuer Edwin s'il n'acceptait pas la rupture, et c'est ce qu'il a fait, ce qui explique les achats qu'il a effectué dans le magasin de Lille. Bon, ça c'est toujours d'après le scénario dessiné par le parquet. Et ce point est appuyé par des phrases balancées par Daniel lors de son interrogatoire le soir de son arrestation. Il avait déclaré entre autres qu'il comptait quitter Edwin pendant leur séjour en Thaïlande et qu'il le tuerait s'il n'acceptait pas la rupture puisqu'il devait se marier. Bon, pour la famille et l'entourage d'Edwin, cela dit, le mobile du crime aime et restera la dette économique. Et du côté de l'Espagne, Rodolfo Sancho, donc le père de Daniel, a envoyé un message à la famille Arrieta via les réseaux sociaux dans lequel il s'excuse de ce que son fils a fait. Il dit qu'il ne sait pas précisément ce qui s'est passé dans la tête de son fils, mais qu'il est complètement terrassé par la douleur parce que 2 familles ont été détruites, sa famille à lui et la famille d'Edwin. Et le soutien de Rodolfo à Daniel a quand même été très mal perçu par la presse, que ce soit en Thaïlande ou en Espagne, parce que les gens se demandaient pour quelle raison Rodolfo pouvait encore apporter son soutien à son fils après ce qu'il avait fait. Mais ça c'est quand même particulier comme reproche, puisque ça reste son père. On reproche notamment à Rodolfo d'aider financièrement son fils avec l'équipe judiciaire espagnole. Et moi j'ai trouvé que ce point était assez intéressant, puisque peut-être qu'on se pose tous cette question, à savoir comment est-ce qu'on réagirait si un membre de notre famille était impliqué dans une affaire criminelle. Est-ce qu'on lui tournerait le dos ou au contraire est-ce qu'on lui apporterait l'aide nécessaire ? Du côté de la Colombie, la famille Arrieta ne réagit pas énormément à l'instruction. Elle est assez préservée d'ailleurs de la presse à scandale. Cela dit, Marcella, donc la mère d'Edwin, suit quotidiennement à l'avancée de l'affaire par le biais de la presse, et c'est par le biais des médias qu'elle apprend
tous les détails autour de la mort de son fils, comme le fait qu'il a été découpé en morceaux. Alors entre-temps, les cendres de son fils lui ont été envoyées depuis la Thaïlande, mais la famille Arrieta doute qu'il s'agisse vraiment de ses cendres, puisque souvenez-vous qu'il manque plusieurs morceaux du corps. Et pour en revenir à l'instruction, le 3 octobre, la police rend son rapport final au parquet. Et dans ce rapport, le chef d'accusation d'assassinat est maintenu, à savoir la préméditation. Donc on écarte la légitime défense et Daniel est également poursuivi pour démembrement, dissimulation de cadavre et dissimulation ou perte des documents de la victime. Le 13 novembre, c'est sans surprise que Daniel confirme son souhait de plaider non coupable du meurtre prémédité d'Edwin Arrieta. Il maintient qu'il s'agit d'un accident, il s'est défendu lorsqu'Edwin a tenté de l'agresser. En revanche, il plaide coupable d'avoir démembré et dissimulé le corps. Mais bon, ça, il ne pouvait pas plaider non coupable puisqu'il a littéralement été filmé en train de le faire. Le procès de Daniel Sancho s'ouvre en avril 2024 à Koh Samui. Il est suivi par les caméras du monde entier, mais depuis l'extérieur du tribunal, puisqu'il se tient à huis clos. Daniel est très peu visible, il est préservé des caméras, on va dire. Cela dit, certains proches sont sur place, dont son père Rodolfo, qui lui rend visite aussi souvent que possible. Et c'est lui qui est harcelé par les médias, forcément. Et en plus de la peine de mort que risque Daniel, la famille Arrieta lui réclame presque 800 000 € de compensation. Alors, pour vous expliquer, Edwin subvenait aux besoins de sa famille en Colombie. Souvenez-vous qu'il vient d'un milieu quand même assez modeste. En tuant Edwin, Daniel a privé la famille Arrieta de leurs ressources financières vitales. Je sais que pour certains, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en soi, c'est vrai, sachant que les parents d'Edwin sont âgés, ils sont très malades. C'était Edwin qui subvenait aux besoins de sa famille. Donc voilà. Toujours est-il que durant le procès, Daniel témoigne et il réitère ses déclarations. Tous les achats qu'il a effectués sur l'île devaient lui servir à tourner des vidéos de cuisine, pas à préméditer le meurtre de son amant. Bon, c'est sa ligne de défense, donc forcément on s'y attendait, d'autant que le système juridique thaïlandais est connu pour la sévérité de ses sanctions dans les affaires criminelles. Daniel risque la peine de mort ou 20 ans de prison si le tribunal estime qu'il a suffisamment coopéré pour bénéficier d'une réduction de peine. Et s'il bénéficie donc de ces 20 ans de prison, il pourrait être transféré en Espagne après 8 années d'incarcération en Thaïlande. Ce qui est surtout discuté pendant les audiences, c'est pas tant la culpabilité de Daniel, puisque sa culpabilité est avérée, il a fait des aveux, il y a toutes les preuves possibles et imaginables, c'est surtout la préméditation, c'est le vrai enjeu de ce procès. Et il prend fin le 2 mai, et le 29 août, soit tout récemment, le verdict est annoncé. Daniel Sancho est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, ainsi que de démembrement et dissimulation de cadavres. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et s'il a pu échapper à la peine de mort, c'est grâce à sa collaboration avec les autorités. Il est en outre condamné à reverser 106 000 € de dommages et intérêts à la famille Arrieta, soit une somme bien en dessous de ce qu'avait réclamé la famille. Quant à son extradition vers l'Espagne, elle n'est pas possible puisque la prison à vie n'existe pas en Espagne et il me semble que je vous avais expliqué pourquoi dans l'affaire Breton-Ortiz et je vous glisse la vidéo là ou là. Et petite parenthèse, à la lecture de la sentence, donc lorsque le juge a déclaré que Daniel était condamné à la prison à vie, il s'est tourné vers son père et il lui a demandé de l'aider en pleurant. Du côté de la Colombie, la famille Arrieta a réagi, elle a déclaré qu'elle était satisfaite du verdict, justice a été rendue à Edwin. Elle espérait néanmoins que Daniel leur présente des excuses, ce qu'il n'a pas fait. Daniel Sancho a le droit de faire appel dans un délai d'1 mois après la lecture de la sentence et au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas encore s'il a fait appel, mais si je trouve l'information lorsque je montrerai la vidéo, je vous l'incrusterai. Et il faut savoir que des juristes ont été consultés par les médias pour savoir si justement l'appel était bénéfique dans cette affaire. Et les juristes ont dit que c'était pas forcément une bonne idée, puisque dans ce cas de figure, s'il fait appel, il risque une augmentation de sa peine. Et là, pour le coup, ça sera la peine de mort, puisqu'il a été condamné à vie. Mais d'un autre côté, s'il gagne son appel, il pourrait bénéficier d'un allègement de sa peine, soit 20 ans de prison, et auquel cas il pourrait être extradé en Espagne. Donc là, clairement, c'est quitte ou double. Actuellement, il est emprisonné au pénitencier de Surat Thani, l'une des prisons les plus dangereuses d'Asie, où vivent plus de 5400 détenus, soit le double de sa capacité. Voilà tout pour l'histoire de Daniel Sancho, ce fils d'acteur qui se rêvait cuisinier, mais qui s'est finalement transformé en boucher une nuit d'été 2023. Cansamos de imaginar, eso a mí me tortura todos los días, todas las noches, desde que sé que mi hermano le pasó eso. ¿Cómo sufriría? O sea, no sabemos si este hombre primero lo mató y después le hizo eso. O si vivo se lo hizo. O sea, es una cosa que nunca vamos a saber. Y que
esta persona está usando la ausencia de mi hermano, que no se va a poder defender porque él está diciendo muchas cosas. Está ensuciando el nombre de mi hermano, pero mi hermano no se puede defender. Bon, eh bien, si vous êtes là avec moi, c'est que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo, auquel cas, j'en suis très contente. Je pense que la vidéo a été assez longue parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai dû faire ça en 2 parties, tellement j'ai trop parlé. J'avais mal à la gorge. Et que vous dire si ce n'est que, franchement, moi, j'arrive pas à comprendre, en fait, les différents mobiles avancés par Daniel. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours dans l'espace commentaire, parce que tout ça ne me paraît pas très clair. Et au final, Edwin n'est plus là pour se défendre. Donc oui, on le fait passer pour un manipulateur, un forceur, un agresseur, tout ça. C'est vrai qu'on a retrouvé un message de menace, mais pour moi, en fait, la suite n'est pas très claire. Donc quoi, le gars te menace, mais au final, vous partez limite en lune de miel ensemble, vous vous rejoignez en lune de miel en Thaïlande. Enfin, je sais pas... Je me suis demandé finalement si Daniel s'est tout simplement pas rendu compte. En fait, il a voulu échapper. En fait, clairement, cette histoire, même si ça n'a rien à voir, hein, je le sais, mais au niveau de la dynamique, ça m'a fait penser un peu à l'histoire, à l'affaire Claude Roman. Vous savez, Claude Roman, c'est le gars qui a buté toute sa famille parce qu'en fait, c'était un mythomane. Le mec, il était endetté. Il a tué tout le monde. Je vous jure, il a tué tout le monde. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti de prison parce qu'il avait peur qu'on découvre tous les mensonges. Et je me suis demandé si dans le cas de Daniel, c'était pas la même chose. Est-ce qu'il n'a pas prémédité le meurtre d'Edwin parce qu'il avait peur finalement que tous ces mensonges éclatent au grand jour, à savoir qu'il n'avait pas de restaurant, que l'argent qu'il avait pigeonné à Edwin, en fait, il l'avait dilapidé dans des bêtises. Est-ce qu'il n'avait pas peur que sa famille découvre sa liaison avec Edwin, que sa copine découvre, enfin sa fiancée découvre sa liaison avec Edwin. Enfin, moi je vois plus ça comme ça en fait. Je sais pas. Après, peut-être que je vois ça comme ça parce que je me dis, bah ouais, tout le monde accuse Edwin. Enfin, tout le monde, non, lui, il accuse Edwin, mais Edwin, il est mort maintenant, il peut pas se défendre, il peut pas dire non, c'est pas vrai, j'ai pas essayé de le violer. Donc, je sais pas. Mais faites-moi savoir, vous, en espace commentaire, ce que vous avez pensé de cette affaire. Et je vais pas m'éterniser parce qu'encore une fois, ça me fume les yeux, la ring light. Et que vous dire si ce n'est que je suis très, très contente d'être de retour après un mois d'absence. Vraiment, le mois de septembre, hein, ça a été un mois maudit. J'étais dégoûtée, j'avais tellement de projets, les gars. Je devais partir en Algérie, j'avais des papiers à régler là-bas. J'avais d'autres trucs à faire en parallèle. J'ai rien pu faire, si ce n'est un truc que je vous réserve. Peut-être que je ferai une vidéo FAQ parce que j'aimerais bien vous parler de ça. En fait, c'est un projet sur lequel je travaille depuis un peu plus d'1 an avec quelqu'un. Et bon, je pense que vous le savez déjà, je vous ai déjà dit parfois dans certaines de mes vidéos que j'écrivais des romans, oui, depuis toute petite. Et là, on vient de finaliser avec ma correctrice l'un de mes romans. Bon, j'en ai plein d'autres, hein, mais on les fera au fur et à mesure. Et celui-ci, j'aimerais bien en fait le publier, voire me l'auto-publier, parce que je me dis, bon, l'auto-publication, c'est bien aussi. Donc, j'aimerais bien vous en parler prochainement, parce que je suis tellement fière d'être arrivée au bout de ce projet, parce que ça me tient trop à cœur, j'adore l'écriture et voilà, bref, je vais arrêter là, j'ai trop mal aux yeux. Mettez-moi en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Vraiment, j'ai hâte d'avoir vos retours sur le vrai mobile de tout ce carnage. Et puis, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.